Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. C'est dire que maladie auto-immune, c'est un concept qui est difficile à définir parce que dès qu'un patient présente un ensemble de symptômes cliniques, on considère qu'il fait une maladie auto-immune. Donc ainsi, une maladie auto-immune, en fait, est une maladie où la lésion c'est la mise en jeu d'une réaction immunitaire, donc vis-à-vis des constituants du soi. Il s'agit d'un problème de santé publique. Dans les pays en voie de développement, elle représente la 3e cause de morbidité. Pourquoi? Car il s'agit de pathologies qui sont chroniques, qui touchent le sujet jeune, donc avec un retentissement socio-professionnel important, et surtout, les traitements sont longs et surtout très onéreux. Le symptôme, il est vu d'abord par le médecin généraliste. De l'intérêt de faire un diagnostic précoce pour un traitement précoce pour éviter donc un pronostic fatal pour le patient. Aujourd'hui, la meilleure compréhension de la physiopathologie de ces maladies auto-immunes ont permis des progrès considérables et de ce fait une thérapeutique convenable. Sur le plan de la pathogénicité, il s'agit donc de la rupture des mécanismes de tolérance vis-à-vis des constituants du soi. Quelles seront alors les conséquences? Ça peut être une destruction des cellules cibles telles qu'on voit dans les anémies hémolytiques. Ça peut être l'existence d'anticorps qu'on dit bloquants, qu'on rencontre principalement dans le diabète de type 1 et la myasthénie. Ça peut être des anticorps stimulants, c'est le cas de l'hyperthyroïdie de base d'eau. Et ça peut être les dépôts de complexes IMA, comme on rencontre dans le lupus érythémateux systémique. Mais quelle serait alors la cause? La cause est multifactorielle. Tout peut entraîner, tout peut déclencher cette rupture de soi, principalement une prédisposition génétique et la présence de facteurs environnementaux. Alors, quelles sont les caractéristiques communes aux maladies auto-immunes? Elles sont d'une part nombreuses. Aujourd'hui, il y a les scientifiques découvrent de plus en plus ces maladies et les classes en fait, c'est des pathologies qui étaient parfois individualisées, ce qu'on appelle des pathologies frontières, qui aujourd'hui sont mieux individualisées, mieux classifiées grâce aux critères de classification. L'évolution de ces maladies est chronique et elles évoluent par poussée rémission. Elles touchent principalement la femme et il y a des âges de prédilection en fonction des pathologies. Ça peut être un pic de fréquence chez l'adulte jeune, comme c'est le cas du lupus érythémateux systémique, ou du sujet âgé, c'est le cas de l'artérite à cellules géantes, ou ce qu'on appelait maladie de Horton. Alors, quelles sont les maladies auto-immunes que nous connaissons? Elles peuvent être spécifiques d'organes ou non spécifiques d'organes. Comme vous voyez, ça peut être donc une atteinte purement organique, une atteinte de la thyroïde, par exemple, une thyroïdite d'Hashimoto ou une maladie de base d'eau. Ça peut être une cirrhose biliaire primitive et elle peut être par contre multisystémique, c'est-à-dire que l'atteinte touche plusieurs organes et c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. On mettra en chef de file le lupus érythémateux systémique, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie systémique et d'autres pathologies. Ainsi, la maladie auto-immune, finalement, elle est définie par un ensemble de critères cliniques et biologiques où le rôle ou le titre des auto-anticorps est fondamental. Quelles sont alors ces manifestations cliniques que l'on peut rencontrer, que le médecin généraliste, comme je disais, premier maillon de la chaîne, va rencontrer? Ça peut être des manifestations de type général, ça peut être de l'hyperthermie, de la fièvre, souvent des fièvres prolongées qui sont dites inexpliquées. Ça peut être également une asthénie, un amaigrissement. Mais il faut savoir que les symptômes que nous avons cités sont d'abord, certes, à évoquer pour une maladie auto-immune, mais c'est d'abord des manifestations qu'il faut rechercher dans le cadre des maladies infectieuses et des maladies néoplasiques.
Les manifestations cutanées sont aussi présentes au cours des maladies auto-immunes. Vous voyez ici des images pour la première donc du fameux érythème vespertilio classique qu'on rencontre dans la maladie leupique. On voit également les aftes génitaux et des aftes au niveau lingual qui sont ces petites ulcérations blanchâtres très incommodantes pour le patient et qui constituent un des éléments de la maladie de Behçet. Vous voyez également une sclérose cutanée extensive chez les patients qui sont donc des manifestations révélatrices, par exemple de sclérodermie systémique. Les manifestations arthromusculaires sont également des manifestations qui poussent le patient à consulter en médecine générale. Il s'agit souvent d'arthralgie d'allure inflammatoire, c'est important de préciser ce caractère. Ça peut être également des arthrites ou bien des myalgies et les patients atterrissent donc chez nos confrères de médecine générale. Et ça peut être malheureusement un stade plus avancé, comme vous voyez, ce que nous n'avons plus le droit de voir en 2017, c'est-à-dire des déformations articulaires telles qu'on rencontre sur cette image de polyarthrite rhumatoïde. Les maladies auto-immunes, malheureusement, compliquent toujours le pronostic rénal, l'atteinte rénale conditionne le pronostic de ces maladies auto-immunes. Mais il faut savoir qu'une atteinte rénale peut être, sans manifestation extra-rénale, peut être le primo movens de l'entrée dans une maladie, principalement au cours du lupus érythémateux systémique. D'où l'intérêt ainsi pour chaque généraliste, pour chaque praticien, quelle que soit sa spécialité, d'avoir une bandelette urinaire dans son cabinet et de réaliser le test. Nous avons également les manifestations vasculaires, telles que vous voyez. Le classique que tout le monde reconnaît, c'est le phénomène de Raynaud, avec ses complications d'ulcères et d'ulcération et puis d'ulcères digitaux qui peuvent malheureusement aboutir à des amputations, qu'elles soient spontanées ou chirurgicales, surtout au cours de la sclérodermie systémique. Et nous avons par exemple l'image de la dame, des nécroses, des ulcérations au niveau de la face ayant abouti à des nécroses extensives de la face qu'on peut rencontrer au cours du lupus érythémateux systémique. Nous avons également d'autres manifestations vasculaires telles que les thromboses veineuses de siège atypiques, principalement la thrombose veineuse cérébrale, et les avortements à répétition, ces ABRT précoces à répétition qui sont bien sûr en l'absence d'une cause locale, d'une cause donc maternelle, propre maternelle, ou encore d'une cause liée à des incompatibilités, parce que c'est pas toutes les femmes qui font des avortements qui feront un syndrome des antiphospholipides. D'autres manifestations telles que les manifestations cardiaques sont également à préciser, principalement des troubles du rythme ou de la conduction chez des personnes jeunes qui n'ont aucune raison donc de présenter ce genre de troubles électriques cardiaques, et très souvent il s'agit d'une manifestation de type myocardite qui peuvent être le fil conducteur vers une maladie auto-immune. D'autres manifestations, les manifestations neuropsychiatriques qui apparaissent soit au cours de l'évolution de la maladie auto-immune, soit parfois révélatrices de la maladie auto-immune. Et en plus de cela, la corticothérapie, qui est le pilier du traitement des maladies auto-immunes, peut être également avoir comme conséquence, comme effet secondaire, ces manifestations psychiatriques. D'autres manifestations cliniques, telles que vous voyez l'exophthalmie bilatérale, les manifestations pulmonaires, d'autres manifestations également qui font que le patient arrive avec un diagnostic tardif, c'est les manifestations ORL, c'est des patients qui font des rhinites qui sont considérées comme des rhinites allergiques, c'est le diagnostic, j'allais dire, le plus simple peut-être, et donc les patients reçoivent des traitements pour cela, parfois des malades qui ont des croûtes nasales qui sont très gênantes chez le patient, et c'est considéré comme parfois des pathologies de type allergique, et quelques années plus tard, on revient a posteriori, on se dit que ce patient faisait une vascularite, par exemple, de Wegener. Ainsi, donc, la maladie auto-immune est, comme je disais, un contingent de signes cliniques, de signes biologiques, auxquels va se surajouter le bilan, les manifestations immunologiques. Et alors, quel est l'intérêt de faire un bilan immunologique ? Il ne s'agit pas de proposer un bilan immunologique à tous les patients qui présentent des manifestations cliniques disparates comme ce que je viens de citer. Il est important de préciser l'intérêt de ce bilan
immunologique. Le bilan immunologique est très cher, qu'il soit dans le privé, qu'il soit dans le public, ça a un coût considérable. Donc il est très important de savoir proposer le bilan à la personne, au patient en question. Alors quel est son intérêt? C'est dans un premier temps d'abord de rattacher l'origine auto-immune de toutes les manifestations cliniques et biologiques que présente le patient. Dans un deuxième temps, on a des auto-anticorps qui sont spécifiques, donc qui vont identifier la maladie auto-immune. Lorsque nous avons un anticorps anti-DNA natif, on est quasi certain que nous sommes en face d'un lupus. Lorsque nous avons un anticorps anti-CL70, nous sommes en face d'une sclérodermie. Et le troisième intérêt de ce bilan immunologique, c'est un intérêt pronostique. Il existe des auto-anticorps qui, lorsqu'ils sont présents, malheureusement, sont d'un pronostic péjoratif chez le patient. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, l'intérêt du diagnostic de la maladie auto-immune, clinique, paraclinique, comme disait immunologique, mais également au niveau de l'apport de la morphologie. La morphologie aujourd'hui, c'est principalement représenté par l'imagerie par résonance magnétique qui permet ainsi de faire le diagnostic de certaines complications de maladies auto-immunes telles que les manifestations neurologiques, neuropsychiatriques du lupus, qu'on appellera le neurolupus, le neuro-B7, la présence de thromboses veineuses cérébrales qui sont mieux individualisées par l'imagerie par résonance magnétique. Un autre aspect, c'est la place de l'IRM, de l'IRM musculaire au cours des myopathies inflammatoires. Aujourd'hui, le diagnostic d'une myopathie inflammatoire, en plus de la clinique, s'impose, enfin le diagnostic de l'IRM s'impose chez ces patients afin de faire d'orienter, donc d'avoir des signes indirects d'étiologie et d'orienter la biopsie musculaire. Sur le plan de l'histologie, ce qui est connu de tous, c'est la ponction biopsie rénale, donc les images, les données histologiques du rein, associées bien sûr à l'immunofluorescence qui va vous permettre de poser un diagnostic de certaines formes de lupus qui sont polysymptomatiques, c'est-à-dire on a une atteinte rénale sans autre manifestation extra-rénale. Et d'autres aussi, par exemple la biopsie musculaire, des biopsies d'autres sites pour poser le diagnostic de certaines granulomatoses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.